Alors déjà, protéger sa marque, ça implique de se poser la question de qu'est-ce qu'une marque? C'est quoi une marque? Donc en fait, une marque, c'est un signe qui va permettre d'identifier la provenance commerciale d'un produit ou d'un service. Donc elle a une fonction d'identification d'origine, c'est-à-dire que normalement, en visualisant une marque, vous connaissez l'entreprise derrière qui va fournir le produit ou le service. Le dépôt d'une marque, ça vous permet de bénéficier d'un monopole d'exploitation sur le signe que vous avez choisi pendant une période de 10 ans qui peut être renouvelée ensuite par nouvelle période de 10 ans, c'est-à-dire que vous pouvez, à l'instar des autres droits de propriété intellectuelle, là on est sur un monopole qui susceptiblement peut ne jamais s'éteindre. C'est-à-dire que si vous renouvelez la protection tous les 10 ans, vous pouvez protéger votre marque de manière indéfinie. Alors que sur tous les autres droits de propriété intellectuelle, qu'on soit brevet, qu'on soit dessin et modèle ou droit d'auteur, on a toujours un moment où la protection s'arrête et en fait on tombe dans le domaine public. Ce n'est pas le cas en matière de marque. Et la raison d'être, c'est que en fait, tant que l'entreprise existe et qu'elle va continuer à fournir ses produits ou ses services, la marque, elle va continuer à avoir un intérêt d'identification de la provenance commerciale. Donc, vous avez en fait différents types de marques. Vous avez ce qu'on appelle la marque verbale, donc c'est-à-dire un mot simple. Là, je vous ai pris l'exemple de la marque Starbucks. Donc, on peut être sur une marque verbale, toute simple. On peut être sur une marque figurative, qui va être un logo. Ou on peut être sur une marque, ce qu'on appelle semi-figurative, c'est-à-dire qui va inclure à la fois un logo et un nom. Mais on peut avoir aussi des marques tridimensionnelles, c'est-à-dire qui peuvent être une forme, en fait, sonore, de la musique, olfactive également, ou de type hologramme. Comment on fait, en fait, pour choisir quel type de dépôt on peut faire? En fait, il faut se poser la question de comment on va exploiter le signe. Par exemple, si on prend l'exemple de Starbucks, ils ont plusieurs dépôts. Alors, on est effectivement sur des très grandes entreprises. En général, les très grandes entreprises ont plusieurs dépôts. Mais là, vraiment, tout va dépendre de comment vous exploitez le signe. Si votre signe, vous l'exploitez avec une marque, avec un élément verbal et un élément figuratif et que vous l'exploitez toujours ainsi, il faut opter pour une marque semi-figurative. Mais par contre, vous pouvez très bien avoir des moments où vous exploitez la marque, enfin votre élément verbal avec le logo et des moments où vous exploitez le logo tout seul. C'est l'exemple par exemple de Nike sur les chaussures ou Adidas les 3 bandes. Vous avez des fois le nom, mais les 3 bandes, elles peuvent être utilisées indépendamment du nom. Donc là, pour avoir une meilleure protection, il faut qu'on protège distinctement et l'élément verbal et l'élément figuratif. Voilà. La première question à se poser, c'est quand je choisis le type de marque que je dépose, c'est comment je vais l'exploiter cette marque, sur quoi elle va être apposée et donc comment je vais pouvoir avoir la meilleure protection. Comment bien choisir sa marque? C'est la deuxième question qu'il faut se poser. Quand on choisit une marque, la première règle à vérifier, c'est que le signe soit disponible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas rentrer en conflit avec d'autres signes antérieurs. Alors, bien évidemment, il ne faut pas qu'il rentre en conflit avec une autre marque d'un concurrent, mais il n'y a pas que la marque qui constitue une antériorité opposable à un dépôt. Ça peut être aussi une dénomination sociale, c'est-à-dire le nom d'une société. Ça peut être aussi du droit d'auteur. Par exemple, je ne pourrais pas déposer à titre de marque le nom d'un film, par exemple, parce que le nom d'un film peut être couvert par le droit d'auteur et que ça constitue une antériorité qui est opposable. Donc il faut, pour éviter des frais inutiles, c'est-à-dire que quand vous déposez votre marque, sachez que les titulaires de droits antérieurs peuvent faire une opposition à l'enregistrement de votre marque s'ils estiment qu'il y a un risque de confusion entre le signe que vous avez déposé et leur droit antérieur, qui peut être une dénomination sociale ou une autre marque. Et l'INPI va ensuite statuer sur cette opposition, qui va générer des frais, et vous risquez en plus que votre marque ne soit pas enregistrée. Et en fait, l'INPI, comment elle fait pour statuer sur ce risque de confusion? Elle va observer les similitudes qui peuvent exister entre les deux signes sur 3 plans. Ça va être les similitudes visuelles. Donc, est-ce que si on est sur une marque verbale ou un logo, est-ce que les logos se ressemblent? Est-ce qu'on est vraiment sur un mot qui se ressemble? Ça va être les similitudes visuelles. Oui, je l'ai dit, auditive, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des signes très proches phonétiquement, et après, la dernière similitude, c'est conceptuel. Je vous donne un exemple. Par exemple, Apple, qui va être donc une marque très connue pour les ordinateurs et les téléphones, on ne pourrait pas déposer pomme
pour la même chose en France. Parce que, si vous voulez, conceptuellement, c'est très proche et le consommateur est fondé à faire une association entre les deux signes. Il y aurait un risque, potentiellement un risque de confusion, hein. Donc, il faut effectuer une recherche d'antériorité, alors qu'on effectue des recherches d'antériorité en fonction du territoire de dépôt, c'est-à-dire soit la France, soit l'Union européenne, soit au niveau international, à l'aide de logiciels en fait, qui analysent les bases de données des marques antérieures qui ont été déposées, mais également les registres des sociétés sur les dénominations sociales. Et on voit en fait toutes les antériorités qui existent pour éviter d'avoir ce risque en fait d'opposition quand on a effectué un dépôt. Le signe choisi, la deuxième condition, on dit qu'il doit être distinctif. Alors ça veut dire quoi distinctif? C'est-à-dire qu'en fait, il doit être apte à distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. La distinctivité, quelque part, ça veut dire quand on dit qu'une marque, elle doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle doit être arbitraire par rapport aux produits et aux services qu'elle désigne. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple d'Apple. Donc Apple, ça veut dire pomme, effectivement, en anglais. C'est totalement arbitraire par rapport aux produits qui sont désignés, qui sont des ordinateurs et des téléphones portables. Et du coup, c'est une marque qui est très forte parce qu'elle est très distinctive. C'est-à-dire qu'on a choisi un nom complètement arbitraire. Et donc, du coup, si vous voulez, elle va avoir une force beaucoup plus importante. Une marque, elle est faiblement distinctive quand en fait, elle est très évocatrice des produits ou des services. Je vous donne un exemple. La boulangerie de Marie. Si je veux ouvrir une boulangerie pour faire du pain, c'est une marque, si je le dépose à titre de marque, à moins qu'il y ait un logo véritablement très présent, ça va être une marque très faible. Pourquoi? Parce que boulangerie, c'est un terme qui est extrêmement utile pour mes concurrents. C'est un signe nécessaire pour mes concurrents. Donc, je ne peux pas les priver de l'utilisation de ce signe. Donc, en fait, tous les boulangers vont pouvoir apposer boulangerie sur leur devanture. Et ce qui va être protégé dans ma marque, c'est juste de Marie. Et en plus, Marie, on est sur quelque chose qui est un prénom assez banal. Donc là, si vous avez ce type de dépôt, vous avez ce qu'on appelle une marque faible. C'est-à-dire, elle pourrait être refusée à l'enregistrement parce qu'on va considérer que c'est la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit. Mais même si elle n'est pas refusée à l'enregistrement, de toute façon, vous ne pourrez guère l'opposer à vos concurrents parce qu'elle va être très faible. Dernier cas, c'est le signe choisi ne doit pas être déceptif, trompeur ou contraire à l'ordre public. Donc, c'est-à-dire qu'il ne doit pas susceptible d'induire le consommateur en erreur ou le tromper sur certaines qualités, notamment intrinsèques du produit. Je vous ai montré un exemple de refus d'enregistrement par le UIPO de la marque Lactofree. Pourquoi? Parce que ça pouvait laisser penser aux consommateurs que c'était des produits qui étaient dépourvus de lactose. Et comme en fait, on n'en a pas la garantie, alors vous pouvez très bien avoir... quand vous déposez une marque, en fait, on ne sait pas derrière vous visez des produits laitiers. Bien sûr que vous pouvez faire des produits sans lactose, mais comme l'Office ne sait pas comment vous allez exploiter la marque, il ne veut pas que cette marque soit susceptible d'être trompeuse. Donc, c'est le genre de choses qui peut être un motif de refus d'enregistrement. Contraire à l'ordre public, c'est à l'époque où il y avait des gens qui avaient essayé de déposer, par exemple, la marque Je suis Charlie, où on avait estimé que c'était effectivement contraire à l'ordre public et que de toute façon, ça ne pouvait pas être une provenance commerciale. Mais par exemple, des marques qui feraient la promotion de choses racistes ou illicites, de messages racistes, illicites ou contraires à la loi, là aussi, bien évidemment, elles seraient refusées à l'enregistrement, hein. Donc, une fois qu'on a déposé sa marque, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, c'est qu'il faut l'exploiter. Et alors, vous savez que votre marque, elle est protégée pour 10 ans, mais que vous avez quand même un délai pour l'exploiter à partir du moment où vous la déposez. Ce délai, c'est un délai de 5 ans. Vous avez 5 ans pour commencer l'exploitation de votre marque. À défaut, vous risquez ce qu'on appelle la déchéance pour défaut d'exploitation, hein. Donc, de quoi on parle quand on parle d'exploitation? Comme votre marque, c'est quand même un signe de provenance commerciale de produits ou de services, il faut qu'elle soit destinée à un public. Donc, ce n'est pas une exploitation en interne, c'est véritablement une exploitation à destination du public que vous visez. Exploiter sa marque dans un délai de 5 ans. La deuxième chose à faire, c'est évidemment surveiller sa marque. C'est-à-dire qu'il est important de mettre en place une surveillance pour éviter qu'il y ait des concurrents qui déposent une marque trop proche de la vôtre.
pour des produits ou services identiques ou similaires. Et là, c'est vrai que cette surveillance, elle va vous permettre, vous, de vous opposer à un enregistrement qui serait susceptible de vous gêner. Alors que si vous n'avez pas mis en place cette surveillance, potentiellement, vous pouvez ne pas être informé de l'existence de ce dépôt. Et ensuite, la dernière chose à penser, c'est évidemment défendre votre marque. C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y a des concurrents qui utilisent votre signe distinctif, il est nécessaire d'agir en contrefaçon pour préserver votre droit de marque. Alors, une fois qu'on a parlé de la marque, on va parler des innovations. Une innovation, c'est quoi en fait? C'est l'ensemble du processus qui se déroule depuis en fait la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation. Donc innover, en fait, ça va être produire quelque chose de nouveau sur une zone géographique donnée qui va permettre de vous créer un avantage concurrentiel durable. Innover, c'est transformer une idée en valeur. On dit toujours en fait qu'une idée ne se protège pas parce qu'elle est de libre parcours, mais c'est en fait sa réalisation concrète qui peut l'être. Alors comment on peut protéger cette innovation? C'est-à-dire j'ai une idée, j'envisage sa réalisation, sa matérialisation concrète, comment je peux la protéger? Alors on a deux modes de protection pour l'innovation. La première, c'est la protection par le brevet. Alors le brevet, c'est un titre de propriété intellectuelle qui va vous conférer un monopole d'exploitation d'une durée de 20 ans sur l'invention. Donc pour être brevetable, l'invention, elle doit répondre à 3 conditions. D'abord, elle doit être nouvelle, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir été divulguée ou avoir été accessible au public avant la date du dépôt du brevet. Donc par exemple, quelque chose existe, même à l'autre bout sur un autre continent, par exemple aux États-Unis, vous ne pouvez pas le protéger en France puisque c'est déjà accessible au public. La deuxième condition, c'est l'inventivité. Pour être protégée par un brevet, l'invention, elle doit répondre à la condition d'activité inventive, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas découler de manière évidente pour l'homme du métier. L'homme du métier, c'est l'expert dans le domaine concerné. Donc, par exemple, si on est sur de la mécanique, ça va être un expert en mécanique. Il ne faut pas que pour lui, ce soit évident, enfin, le résultat de votre innovation ne doit pas découler de manière évidente de l'état de la technique. Et la dernière condition, c'est l'applicabilité industrielle, c'est-à-dire que l'invention doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans un secteur industriel. Donc, pour obtenir un brevet, il faut effectuer une demande. Alors là aussi, on peut effectuer une demande soit auprès de l'INPI, qui est l'Office français de la propriété intellectuelle, pour avoir une protection sur le territoire français, soit on peut la déposer auprès de l'Office européen, l'OEB, l'Office européen des brevets, pour avoir une protection sur le territoire, pas de l'Union européenne, sur un territoire européen. La deuxième façon de protéger une innovation, c'est ce qu'on appelle le secret des affaires. Donc, le secret des affaires, ça va protéger une information non divulguée. Alors, par le secret des affaires, on peut protéger beaucoup plus de choses que par la protection par le brevet. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, pour breveter une invention, il faut qu'elle réponde à 3 conditions: nouveauté, inventivité, application industrielle. Par le biais du secret des affaires, je peux protéger tout. Ça peut être une recette, ça peut être une méthode de management, ça peut être des choses qui ne seraient pas brevetables de toute façon, parce qu'elles ne répondraient pas aux conditions. Ça peut être une formule chimique, un procédé de fabrication, une base de données de clients. Il n'y a pas de formalité particulière à effectuer pour la protection par le secret des affaires. Il suffit juste en fait de prendre des mesures raisonnables pour préserver sa confidentialité. Donc, par exemple, en restreignant l'accès à un certain nombre de personnes, en ayant des clauses contractuelles dans les contrats de travail avec toutes les personnes qui vont utiliser ces informations confidentielles, prestataires, sous-traitants, des clauses de confidentialité, donc pour préserver cette protection. L'avantage de la protection par le secret des affaires, c'est que ça ne coûte rien, à la différence d'un brevet qui peut vous exposer quand même à des coûts importants, et qu'on n'a pas de durée limite de protection. C'est-à-dire que tant que le secret perdure, tant que l'information elle reste secrète, elle est protégée.
Donc, en fait, comment on va choisir la protection adéquate entre donc, brevet, VS, protection par le secret des affaires? Et j'allais dire, finalement, tout est une question de cas par cas. C'est vrai que d'un côté, le secret des affaires, on a une protection peu coûteuse, on a une protection potentiellement illimitée, et on a potentiellement, la seule condition finalement, c'est de mettre en place un environnement contractuel et des mesures de protection pour que votre information reste secrète. La difficulté, c'est que si votre concurrent y parvient de manière tout à fait licite à découvrir votre procédé, il peut l'utiliser et là, vous ne pouvez rien y faire puisque ça ne vous confère aucun monopole d'exploitation à l'inverse du brevet. Le brevet, effectivement, c'est beaucoup plus coûteux, mais ça vous confère un monopole d'exploitation pendant une durée de 20 ans. C'est quelque chose que vous pouvez valoriser auprès d'investisseurs. Donc, il y a des avantages certains. Et en fait, comment on va choisir? On va choisir, en fait, est-ce que... c'était, je crois, le responsable de la propriété intellectuelle de chez Michelin qui disait que eux, ils utilisent les deux systèmes, en fait. Et la plupart des grosses entreprises utilisent les deux systèmes. Il disait l'avantage du brevet, c'est effectivement ce monopole d'exploitation. L'inconvénient, c'est que ça rend aussi vos concurrents intelligents. C'est-à-dire qu'en matière de brevet, on vous accorde un monopole d'exploitation pendant 20 ans. Pourquoi? Parce que vous allez divulguer à tout le monde, puisque votre brevet va être publié, les résultats de votre invention. Donc tout le monde va pouvoir, pendant votre monopole d'exploitation, personne ne pourra refaire votre invention, mais à l'issue des 20 ans, quand ce sera tombé dans le domaine public, tout le monde aura travaillé sur votre invention et potentiellement aura pu l'améliorer. Voilà. Donc vous rendez vos concurrents intelligents. Ça, c'est clair. Le secret des affaires, potentiellement, tant que ça reste secret, vos concurrents peuvent ignorer tout de... Et donc lui disait, en fait, nous, chez Michelin, c'est... Soit notre produit, l'innovation qui est contenue dans notre produit, du type des pneus, elle est facilement, elle peut être facilement découverte par nos concurrents avec la technique du reverse engineering, c'est-à-dire vous démontez le produit, vous comprenez comment il fonctionne, et dans ce cas-là, la protection par le secret des affaires, elle est vaine, elle est illusoire, puisque votre concurrent, de manière tout à fait licite, en achetant un de vos produits, il va pouvoir comprendre comment il fonctionne. Donc, quand ils sont sur des pneus, des techniques, des innovations sur des produits, ils vont déposer des brevets. Quand, par contre, c'est des process de fabrication qui restent typiquement en interne, là, ils vont se protéger par le secret des affaires. Donc, en fait, en définitive, il est important de bien réfléchir aux enjeux et aux contraintes qui sont liées à chaque type de protection. Je voulais vous parler aussi des aides qui existent, des aides européennes qui existent en matière de propriété intellectuelle. Donc, il y a un programme, ça fait quelques années qu'il est mis en place, qui s'appelle le SME Fonds, qui est un programme européen de subvention de plus de 20 millions d'euros, qui est déployé par la Commission européenne et l'EIPO. La première fois qu'il a été mis en place, c'était en 2021, à la sortie de la crise du Covid. Il fallait en fait relancer l'activité des entreprises. Et donc, ce fonds de subvention a été développé pour aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle. Et il a été reconduit depuis chaque année. Et alors, la règle de ce fonds européen, comme tous les fonds européens, c'est premier arrivé, premier servi. Ce fonds vient d'ouvrir au mois de février. Là, on est au mois d'avril. Il est prévu pour durer jusqu'à décembre. Mais l'année dernière, je crois que les fonds ont été épuisés au mois de septembre. Donc, toutes les demandes postérieures au mois de septembre n'ont pas pu être assurées puisque le fonds était déjà épuisé. Et je crois que c'est les Allemands, les Italiens et les Polonais qui en ont le plus bénéficié. Donc, il est important qu'en fait, l'Union européenne, c'est nous tous, il est important que vous soyez au courant de ces dispositifs d'aide, qui peuvent donc... là, ce fonds est ouvert jusqu'au 5 décembre, mais comme je vous expliquais, on n'est pas sûr qu'il ne soit pas épuisé depuis. Alors, qui peut en bénéficier? Pour pouvoir en bénéficier, il y a deux conditions cumulatives. Il faut être une PME au sens de l'Union européenne. Bon, une PME au sens de l'Union européenne, c'est très large. C'est-à-dire qu'il faut avoir un effectif salarié de moins de 250 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et la deuxième condition, c'est d'être établi sur le territoire de l'Union européenne. Si vous êtes sous le régime du micro-entrepreneur, vous pouvez également en bénéficier, sous réserve de fournir un numéro SIRET et une attestation de TVA si vous êtes
si vous n'êtes pas sous le régime de la micro puisque vous êtes en franchise, mais si vous êtes sous le régime de l'entrepreneur individuel, vous pouvez en bénéficier. Alors en fait, quelles sont les aides? Il y a 4 types d'aides dont vous pouvez bénéficier. La première aide, c'est un chèque pour les dessins et modèles, les marques et les dessins et modèles, pardon. Donc le montant, maximum, c'est 700 €. Et en fait, c'est une subvention sous forme d'un remboursement des taxes de dépôt de 75%, donc avec un plafond de 700 €. Ça marche à la fois pour les marques françaises, donc c'est-à-dire pas forcément que pour les marques de l'Union européenne. Si vous déposez une marque en France, vous pouvez en bénéficier. Ça marche pour les marques de l'Union européenne et même pour les marques internationales. Pour les marques internationales, le plafond de remboursement, je vous l'ai mis, est de 50%. Hein. Donc, comment ça marche en fait? Vous allez sur le site, vous donnez les justificatifs nécessaires, vous faites votre demande de subvention, vous allez recevoir un facsimilé de chèque en vous disant que votre chèque a été accepté. Hein, et vous allez pouvoir faire votre dépôt. Et une fois que vous avez fait votre dépôt, vous transmettez le justificatif du dépôt et vous allez recevoir un virement sur le compte bancaire que vous avez renseigné. Vous verrez que le processus est assez simple. Hein. Donc ça marche pour les marques, mais ça marche aussi pour les dessins et modèles. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un dessin et modèle. Un dessin et modèle, ça permet de protéger l'apparence, l'esthétique d'un produit. C'est-à-dire que le design, en fait, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis le patent design, c'est-à-dire le brevet sur le design. Nous, en France, on appelle ça le dessin et modèle. Donc, un dessin et modèle, vous allez pouvoir protéger tout type l'apparence de n'importe quel type de produit. Ça peut être une chaise qui va être stylisée, ça peut être une table, ça peut être un lit, ça peut être aussi des articles de mode. C'est valable 5 ans, ça peut être renouvelé jusqu'à 25 ans, la limite de période. Et en fait, en droit français, on a une double protection pour tout ce qui est création, hein, que ce soit des créations artistiques ou industrielles. Par exemple, si on parle d'une chaise d'un designer, on peut la protéger à la fois par le biais d'un dessin et modèle, mais on peut aussi la protéger par le droit d'auteur. Donc là aussi, comment on fait le choix? En fait, on fait le choix par rapport à combien de temps quelle va être la durée de vie du produit. Si par exemple j'ai un produit phare, je fabrique justement du mobilier, je vais avoir une chaise qui va être la chaise star, qui va être récurrente dans toutes mes collections. Bien évidemment, là, j'ai tout intérêt à la protéger par un dessin et modèle. Si par exemple, je suis dans le textile et que je change mes collections tous les 6 mois, là, évidemment, le coût de la protection ne sera pas intéressant par rapport à l'absence de récurrence du produit. Et là, il vaut mieux opter pour la protection par le droit d'auteur. Donc, le chèque numéro 1, montant maximum 700 € et c'est sous forme d'un remboursement de 75% des taxes. Chèque numéro 2, c'est pour les brevets. Hein. Donc là, c'est montant maximum 3 500 € pour les dépôts de brevets français ou européens. Et donc, en fait, vous avez, pareil, c'est sous forme de... Alors, il y a deux possibilités pour ce chèque. C'est soit un remboursement des taxes de recherche d'antériorité, taxes de délivrance, là aussi avec ce fameux plafond de 75% de remboursement dans la limite de 3 500 €. Soit c'est un remboursement des frais juridiques qui sont liés à la rédaction et au dépôt de la demande de brevet. Et là, on est sur un plafond de 50% de remboursement et une limite de 1 500 €. Hein. On a un chèque numéro 3 pour les obtentions végétales. Alors, je ne pense pas que ça concerne beaucoup de gens ici. Les obtentions végétales, c'est une protection qui est particulière, qui est assez proche du brevet, mais justement qui concerne les végétaux. Hein. Donc, on est sur un montant maximum de 1 500 € et des remboursements de taxes à hauteur de 50%. Hein. Le 4e chèque, là, qui peut là aussi vous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'IP-Scan enforcement. C'est pour des consultations en propriété intellectuelle qui vont être délivrées par les offices comme l'INPI. Hein. Et là, vous pouvez bénéficier d'un montant maximum de 1 350 € et 90% de remboursement de la consultation. Donc en fait, ce service, ça va être un expert de la propriété intellectuelle. Donc ce sont des experts qui travaillent avec l'INPI, ça peut être des avocats d'ailleurs, qui va sur une question liée à l'application d'un droit de pays,
s'il y a un conflit avec un concurrent ou autre. Vous donnez une consultation. Et cette consultation, vous pourrez en obtenir quand même le remboursement à hauteur de 90% avec ce plafond de 1 350 euros.